En attendant, je vais faire deux petits schémas au tableau pour rappeler cette chose. Ça nous servira de toute façon plus tard. Ça nous a déjà servi, ça nous servira encore. Ce sont les schémas très globaux de la philosophie. Il y a d'abord un schéma qu'on pourrait dire plutôt syntaxique, qui insiste beaucoup sur l'articulation et la syntaxe. Il y aura un schéma qui est plutôt sémantique. Alors, le schéma syntaxique, c'est R au réel. Ensuite, TR transcendantal. C'est un nain. C'est un nain. Là aussi, c'est certainement un nain. Mais c'est pas le même. Bon. Et là, on a une séparation du niveau, mais là, il y aurait deux niveaux, une dualité, mais une dualité inégale. Oui, des problèmes de transcendance, de degré de séparation d'un expérience. Alors ici, c'est l'empirique, et là, c'est l'a priori. Voilà, moi je pense que n'importe quelle décision philosophique, elle a cette structure. C'est-à-dire, ça complique un peu la structure simple dont on avait parlé, qui était la structure triangulaire, mais la triangulation, l'unité, évidemment, l'unité là du triangle, il se divise lui-même en réalité parce qu'il y a un nain réel qui porte la charge du réel, et un nain transcendantal, alors qui est parfois réel, qui parfois ne l'est pas, réel, ça dépend, mais c'est un transcendantal, il est transcendantal parce qu'on a dit qu'il différencie une dualité, deux termes, donc il les différencie. Et le transcendantal, comme vous savez, ça se rapporte toujours à l'expérience. Oui, ça c'est le minimum. Enfin, on ne parle de transcendantal que s'il y a un rapport à l'expérience. Mais c'est un rapport tout à fait spécial, évidemment. Ce n'est pas un rapport d'expérience à expérience. C'est un rapport de l'un qui n'est pas dans l'expérience à. Et puis, l'autre terme de la dualité, c'est l'a priori. Alors, parfois, on peut les confondre avec les empiriques, parce qu'il y a des philosophies où il n'y a pas d'empirique, où il n'y a que de l'a priori au point de départ, des structures a priori. C'est souvent le cas chez Fichte, par exemple. Mais, disons que dans un style plus classique, plus normal, plus kantien, il faut distinguer l'empirique et l'a priori. L'a priori, évidemment, est lié à l'empirique. Enfin, il est lié à l'empirique. Il n'est pas lui-même empirique, mais il a une validité pour l'empirique. Et vous savez la définition que donne Kant du transcendantal, c'est une réflexion, parce que Kant se situe dans le cadre d'un sujet réflexif, de la rationalité, etc. C'est une réflexion, non pas sur les objets de l'expérience, mais sur les conditions a priori des objets de l'expérience. Ça, c'est fondamental, cette nuance. Il faut passer par l'intermédiaire d'un a priori. Ou par exemple, chez Deleuze, on ne peut pas distinguer a priori et empirique, ils sont tous les deux du même niveau. Il y a d'une certaine manière que l'a priori chez Deleuze. Mais un terme vaut comme a priori pour un autre terme qui lui vaudrait comme empirique. Ça lui vaudrait comme empirique. Enfin, en tout cas, dans une structure classique déployée, plutôt qu'ancienne, on aurait ce schéma-là. Et il faut vraiment le retenir, ce schéma-là, parce qu'il va nous servir de guide aussi dans une certaine organisation de la non-philosophie. Alors, ici, là, au niveau de l'un, il y a évidemment des confusions.
De même qu'il y a des ambiguïtés ici entre a priori, selon les philosophies, entre a priori et empirique, il n'y a jamais, je crois, du pur empirique sans qu'il y ait de la priori. Enfin, ce que vous êtes dans les philosophies empiristes, mais là, moi, peut-être que ce schéma marcherait mal, fonctionnerait mal, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un pur empirique, une pure poussière, en quelque sorte, d'objet d'impression, sans qu'il y ait des tentatives d'organisation, de hiérarchisation entre ces poussières et puis des entités plus nécessaires, plus universelles. Bon, je conserve ce schéma-là parce qu'il me paraît fondamental. Alors, de même qu'il y a des ambiguïtés à ce niveau-là, il y a une très grosse ambiguïté à ce niveau-là entre le transcendantal et le réel. La plupart du temps, les philosophies qui utilisent le transcendantal, et à mon avis, toutes, d'une certaine manière, même l'empirisme de Hume peut être tourné en une philosophie transcendantale, c'est la réflexion de Kant sur Hume, et c'est aussi la réflexion de Husserl sur Hume. Mais la plupart, il y a toujours du transcendantal. Alors, y a-t-il du réel? Oui, nécessairement, une philosophie ne peut pas s'arrêter au simple transcendantal. Enfin, on verra un cas tout à l'heure plus ambigu. Ne peut pas s'arrêter au transcendantal parce que le transcendantal, il est menacé. Il est menacé dans son indépendance, dans son autonomie par rapport à l'expérience. Il est menacé par cette dualité, a priori, empirique. Il risque toujours de s'écraser sur l'expérience. Vous savez, le problème de Kant. Quant à l'a priori, sur l'a priori, on a reproché à Kant, c'est toute la théorie des néo-kantiens de la fin du XIXe siècle, Cohen, Cassirer, que l'a priori chez Kant était un a priori encore très anthropologique. Nous les hommes, dit Kant, nous les hommes, on est structurés, on a l'esprit fait de telle sorte qu'on a des représentations, des possibilités de représentation universelles et nécessaires. Ouais, c'est pas solide, ça. Nous les hommes, on s'en moque, nous les hommes. On est 17 ans parmi les autres, en ce sens. Ça ne fonde pas la validité d'une représentation certaine, rigoureuse, scientifique. Parce que derrière tout ça, il y a la pression de la science, évidemment, des sciences objectives, mathématiques et physiques. Donc, de même que le transcendantal a priori peut s'écraser sur l'empirique, et quand il faut donc qu'il y ait un transcendantal pour maintenir l'a priori indépendant de l'empirique, mais le transcendantal chez Kant, il est réel. Enfin, il doit être réel. Il doit être réel. Dire que Kant parle de la possibilité, a priori, réelle. Une possibilité sans réel derrière, ça ne tient pas le coup. Ça ne tient pas, ça ne peut pas fonder vraiment une philosophie. D'ailleurs, lorsque Heidegger dit il faut possibiliser la phénoménologie, en formule du début de l'être temps, il veut dire il y a une possibilisation. Et la possibilisation, c'est plus fort que la possibilité. C'est l'opération réelle. C'est réel. Donc, Kant a bien compris qu'il fallait du réel. Il a compris comme tous les bons philosophes, je dis. Mais le réel, c'est soit une forme logique, c'est la forme logique chez Kant, soit la forme, qui d'une certaine manière est aussi une forme logique, c'est la forme du devoir, la forme de la loi morale. Le réel, pour Kant, c'est la loi morale. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'empirique. C'est la loi morale. Et c'est la loi morale qui tient tout ça suspendu en quelque sorte. Bon, alors, de quelque manière que ça tienne, suspendu, il faut quelque chose pour suspendre la philosophie. Bon.
selon les philosophies. À savoir qu'il peut y avoir des tentatives de philosophie purement transcendantale où le réel est un peu évacué, ou bien des philosophies où on distingue nettement le réel et le transcendantal, ce sont surtout des philosophies plutôt théologiques, parce que le réel, ça renvoie à Dieu. Ou bien alors des philosophies justement qui insistent sur le transcendantal, comme celle de Deleuze. Deleuze, et Nietzsche, enfin, mais Deleuze de ce point de vue-là, c'est pas un transcendentaliste, c'est pas un philosophe transcendantal, comme disaient les Allemands. Mais il est aussi bien empiriste. Mais il est à la fois transcendantal et empiriste. Alors, sur le plan transcendantal, Deleuze cherche à épurer le transcendantal de toute transcendance. Quand Deleuze dit il faut mettre les dieux, lutter contre les dieux, contre Dieu, contre les dieux à la manière de Lucrèce, etc. Il faut lutter à la manière de Spinoza, il faut lutter contre la transcendance, et il faut affirmer l'immanence, c'est justement à partir du transcendantal, du cercle que fait le transcendantal et l'empirique a priori. Alors, le transcendantal, là, moi je pense que le thème de la surface, chez Deleuze, le thème de la surface vient de l'affirmation du transcendantal. Parce que l'intranscendantal, en quelque sorte, il n'a pas de substance transcendante. C'est un pur jeu, en quelque sorte, qui va renvoyer d'une certaine manière, en tout cas, la logique du simulacre. C'est une pure surface qui se déploie, qui brille, qui se déploie. C'est le passage, c'est le devenu, ce que Deleuze appelle le devenu, d'un empirique à l'autre, d'un empirique a priori pour un simple empirique, etc. C'est le passage des machines désirantes les unes dans les autres. Donc, il essaye d'éliminer un réel tout à fait transcendant. Seulement, on sent que Deleuze définit aussi le transcendantal comme un nom, évidemment, c'est un peu de puissance, immanent à l'empiricité et transcendant. Le transcendantal est toujours malgré tout transcendant. Il est quand même toujours malgré tout extérieur, relativement extérieur, parce qu'il est en même temps même. Donc, Deleuze ne peut pas, en tant que philosophe, éliminer complètement la transcendance. Il élimine la transcendance théologique, divine, j'ai tendance à dire la grosse transcendance. Mais bon, il reste quelque chose dans le transcendantal, mais tout sinon, il ne serait pas philosophe. D'ailleurs, au début de l'anti-Oedipe, à propos du président Schreiber, il dit, je crois que c'est dans ces parages-là, il dit, ouais, nous sommes prêts à croire en Dieu. Il a dit, c'est pas tellement un problème. Du cortège, on peut croire en Dieu. Alors, il faut quand même retenir une chose, c'est qu'il y a une grande coupure entre le rêve et... Il y a deux zones. Pour moi, il y a deux zones fondamentales qui divisent la philosophie. Il y a le problème du réel et il y a le problème, justement, de l'organisation transcendantale. Et par ce schéma syntaxique, on rejoint d'une certaine manière l'autre description que j'avais faite au début de la philosophie, à savoir que l'organe transcendantal, il est entouré de deux réels. Enfin, d'un réel et d'une réelle. L'organe transcendantal, il est entouré d'un réel et
intellectuelle là, et vous avez la réalité empirique, voilà, ici. Au fond, c'est ce niveau-là. Parce que l'empirie, même là, ça a des sens extrêmement divers. Ça peut être des impressions sensibles, mais ça peut être aussi du savoir scientifique. Qui sera repris par la philosophie, ou qui sera décalqué par une forme d'a priori, par exemple de la connaissance, chez Kant. Donc ça, c'est un schéma plutôt sémantique. Je dis plutôt sémantique parce qu'on le stratifie en couches, en types de réalité, en type de réalité. Et c'est ça qui compte. Ici, c'est surtout la syntaxe, parce que c'est surtout la hiérarchie, avec les niveaux différents, mais qui s'articulent les uns avec les autres. Ici, c'est plutôt sémantique, Mais en philosophie, vous savez que rien n'est jamais séparé. La syntaxe et la sémantique ne sont pas séparées. Mais disons qu'ici, il y a une accentuation de l'aspect syntaxique, ici, une accentuation de l'aspect sémantique. Ça a des conséquences, d'ailleurs, parce que la pratique universitaire de la philosophie, la pratique la plus générale, elle est surtout sémantique. C'est-à-dire, on s'intéresse à des objets, à des concepts, à des thèmes, aux conceptions duelles, aux conceptions éventuellement du transcendantal, aux conceptions de la réalité, et puis on ajoute comme un jeu de. Un jeu de. Un Lego. Un peu un Lego. C'est un Lego. Un Lego. Vous savez pas. Si vous connaissez tous ces Lego, vous avez tous été enfants. Et donc, vous avez joué avec des Legos. Ce sont des petites pièces en construit, des immeubles. C'est un jeu de mécano. C'est un peu ça la philosophie universitaire. Elle est très sémantique. Elle est, comment dire, elle sémantise beaucoup. Elle s'intéresse à des objets, à des entités, un peu comme ça qu'elle agence. Tandis qu'ici, une vision beaucoup plus syntaxique, et à mon avis plus intéressante, de la philosophie, c'est par exemple celle de Derrida. Parce que chez Derrida, lui-même aussi chez Deleuze, oui, chez Derrida et chez Deleuze, c'est chez des penseurs qui ont beaucoup réfléchi sur le geste philosophique. Ils voient très bien que ce ne sont pas tellement des objets, pas tellement les objectifs définis a priori, mais c'est le travail en quelque sorte qui se fait par le travers de ces objets. Le thème du devenir chez Deleuze qui traverse toutes les pièces, toutes les machines, toutes les entités, et la déconstruction chez Derrida. Simplement chez Derrida, on ajoute en quelque sorte à la structure qui utilise cette structure-là, mais la structure de la déconstruction, qui utilise celle-là, mais en la modifiant, de la l'activité. Ici, Derrida recourt à une forme de sémantique qui est la textualité, qui est passée par le filtre. Il recourt à des objets, des thèmes, etc., qui sont tous passés par le filtre de la textualité. Ce sont des forces textuelles. Les objets de Derrida sont des forces textuelles. C'est pas des forces cachées derrière les textes. Évidemment, Derrida ne s'intéresse pas d'une certaine manière à ce qu'il y a derrière les textes. Mais ce sont les textes qui font la substance du monde, dans la mesure où il admet qu'il y a une substance du monde. Mais il est d'une autre tradition, évidemment, qui oui, là aussi, d'une certaine manière, il y a une grande dualité. C'est ce qu'on pourrait appeler la dualité des réels
L'organone, c'est la pièce ouvrière, c'est ça qui travaille dans la philosophie. Il n'y a que ça qui travaille. Et je dirais même que ça, c'est le philosophique. C'est ce qu'il y a de purement philosophique. Il n'y a pas autre chose qui soit purement philosophique. Et c'est pas Dieu. Dieu peut être conquis par la philosophie. La culture peut être conquise par la philosophie. Les sciences peuvent être conquises par la philosophie. Mais ça n'est pas le philosophique en personne. Le philosophique lui-même. On pourrait utiliser pour faire comprendre ce qu'il y a de spécifique dans la philosophie, dans le philosophe. Ça, la réalité vraie, c'est autre chose. Bien que tout ça soit lié, évidemment, puisque le transcendantal, comme on l'avait dit, il se tord et il reprend. Il reprend. Mais le transcendantal lui-même, on peut le faire comprendre de la manière suivante. Il y a une comparaison chez Nietzsche avec un coup de dé. Avec un coup de dé. L'essence de la décision philosophique, c'est le coup de dé. Bon. Et comment, vous savez, Zarathustra lançait les dés retombent, etc. C'est-à-dire lancer les fragments du hasard, les fragments du hasard qui ensuite retombent. Bon. Les fragments du hasard. Ce que l'on lance, les dés, ils sont pluriels, ils sont multiples. Il y a plusieurs dés. Et les dés, vous savez ce que ça veut dire, le dé? Un dé. Ben, c'est pareil que data ou données. Sans les données. Sans les données. Les dés, c'est ce qui est donné. Bon, on lance les données, les données retombent, et il y a une nouvelle combinaison. Combinaison nécessaire. Alors, ce qui est retombé est nécessaire. Ce qu'on lance est contingent, parce qu'il y a plusieurs données, on ne sait pas quelle donnée. Il y a une espèce de contingence à la base du lancer des données. Mais quand les données retombent, la combinaison est nécessaire, on doit admettre cette combinaison. Bon, très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, entre-temps, entre les données que l'on lance et les données qui retombent? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et en fait, c'est ça le plus intéressant. Ce dont on ne parle à peu près jamais. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que c'est le geste transcendantal, c'est le transcendantal lui-même. C'est-à-dire que d'abord, les données ont été lancées. Pour les lancer, c'est la transcendance qui lance. La transcendance est une lancée. Et une lancée dans une dimension autre que l'empirique. Au niveau de l'empirique, il n'y a que les dés et les données contingentes du départ et les données nécessaires à l'arrivée. Ça, c'est sur la table, comme dit Nietzsche. Les contingents nécessaires. Mais entre-temps, il y a le mouvement des dés. Alors, c'est un mouvement de lancer, et évidemment, tout lancer en philosophie est en même temps une retombée. La dialectique est ascendante, et la dialectique est descendante, nécessairement. C'est comme chez Platon, d'ailleurs. Le mouvement est toujours double. C'est un mouvement d'aller-retour. Il y a une exposition ou une analytique transcendantale chez Kant. On monte à travers l'a priori, les deux a priori, les deux sortes d'a priori, on monte vers le sujet transcendantal, et on revient par la déduction transcendantale. Le transcendantal qui est une réflexion sur l'a priori en fonction de l'expérience. Ça, la déduction transcendantale. La déduction, c'est toujours aller vers l'expérience. Depuis, à partir de l'a priori, aller vers l'expérience.
Mais il faut un sujet transcendantal pour faire ça. Donc il y a ce mouvement d'aller et retour. Et la dimension transcendantale, justement, elle n'est pas empirique. Elle se passe dans l'air, elle se passe dans les airs, si je puis dire. Il faut bien que quelque chose la soutienne ou empêche, permette au dé de s'élever, c'est la force de lancer, et oblige le dé à retomber. C'est la gravité. La gravitation, on pourrait dire. Oui, mais c'est encore un peu plus intéressant que cela, à mon avis, dans lancer le dé. Parce que ce qui se passe tout en haut de la pointe, du double mouvement, c'est que les dés se retournent. Les dés se retournent. Parce qu'ils ne vont pas retomber sous la forme sous laquelle ils ont été lancés. Non seulement il y a une nouvelle combinaison s'il y a plusieurs dés, mais d'une certaine manière, chaque dé se retourne. Il va présenter une autre face, une autre combinaison. Qu'on prenne un dé, ou 2 dés, 3 dés. Il y a un mouvement, c'est un mouvement de pivot, de pivotage, pivot, où le transcendantal, en quelque sorte, tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même. Il fait pivot. L'un transcendantal qui est à la pointe, il tourne. On le voit comme monter, et ensuite il descend. On le voit où il agit comme descente. Déduction transcendantale. Ça veut dire que en haut de la pointe, il y a une torsion. Il y a une torsion nécessairement pour changer la direction du mouvement. Pour reprendre le même mouvement, mais dans une autre direction. Lancer, retomber des dés. C'est la même, en gros, la même trajectoire, mais en sens inverse. Il y a eu une inversion. Et le transcendantal est une inversion. Le transcendantal au sens plein, complet, c'est une inversion du mouvement. Bon, alors, on peut dire qu'il y a un sujet transcendantal, il y a un transcendantal objectif, il y a des choses de ce genre, on peut réifier le geste transcendantal, mais en réalité, il est fluide, il est mobile, il est habile, il est dynamique. Alors, moi, si je voulais faire comprendre ce qu'est la philosophie, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Je dirais, voilà, au lieu d'avoir des dés simplement au sol, sur la table, et des dés retombés sur la table, ça, c'est c'est une vision à plat des choses. Vous allez de certaines propriétés des dés au départ à certaines propriétés des dés tels qu'ils sont encore de nouveau, mais autrement, sur la table. Ça, c'est un programme scientifique. C'est un programme plutôt scientifique. Tandis que le programme philosophique, justement, il suppose l'introduction d'une autre dimension, d'une toute autre dimension, qui est une dimension de transcendance, mais pas de simple transcendance, mais de transcendance tordue. Il y a une torsion toujours quelque part. Je crois que si on n'a pas compris ça, et dans la vision purement sémantique de la philosophie, on ne comprend pas ça. On a le transcendantal comme thème, voire comme objet. Il y a les philosophies transcendantales, il y a les philosophies théologiques, on ne voit pas le travail transcendantal de la philosophie. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle une transformation. Mais là, je suis un petit peu embêté quand même, parce que d'habitude, on est tous embêtés. La transformation, tous les éléments de la transformation sont donnés dans le jet initial. C'est-à-dire, si vous avez ils sont donnés. Ils sont donnés dans le jet initial. Tous les paramètres qui font que votre dé va monter jusqu'à tel endroit et
redescendre, plus le deuxième mouvement de rotation sur lui-même, le deuxième mouvement incorporé, les deux sont inclus dans la relation d'origine. Oui, mais pas ici, pas dans la philosophie. Ah non, il y a une certaine distorsion entre l'existence des dés et le fait de les lancer. Une certaine disparité. Le lancer de dés, le transcendantal n'est pas compris dans les données, dans les dés eux-mêmes. Les dés pourraient rester dés, hein. Les données restent des données. Ils sont chargés d'un certain nombre de données. Oui, mais ils sont peut-être pas chargés du geste transcendantal, non. Qui a une certaine... Alors, si on considère que le dé est en permanence le résultat de la transformation momentée. Si le dé n'a pas d'existence en soi, mais qu'il laisse le résultat à l'instant 1 de la poussée verticale et de la rotation à l'instant 1, puis à l'instant 2 de la poussée verticale, etc., et la rotation à l'instant 2, etc. Si on considère que le dé, c'est ça, c'est le résultat et pas un objet physique. Dans ces cas-là, vous avez bien, dès l'origine, donné l'élément qui permettra de calculer l'instant 1, l'instant 2, l'instant 3. Ben oui, vous supposez que c'est donné non pas alors à l'origine, mais à la fin. On peut éventuellement le savoir à la fin, c'est pas un problème, c'est un problème d'écart. C'est autre chose. Peut-être qu'effectivement, on sait à la fin comment faire, mais dès le début, on pourrait le savoir. On pourrait éventuellement le savoir si on avait toutes les informations précises. Écoutez, je vais vous faire une réponse banale, facile, pas argumentée. Si les scientifiques pensaient transcendentalement, ça se saurait. Mais ça ne se sait pas. Moi, je pense que c'est pas forcément... La vision de la non-philo, c'est presque quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez un donné... Oui, mais la non-philo, c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. Là, c'est la philo, là. Oui. C'est la philo. Ce geste-là, ça implique une magie. Une magie, ouais. C'est ce que Marx dit à propos de la philosophie. De Hegel, mais enfin, ça fait toute philosophie, c'est magique. Ouais. Mais la magie, c'est toute la magie du coup de thé, hein, justement. Pardon, vous venez à ce cours, hein? Ah, quel cours vous pensez que c'est? Oui? Ah bon, d'accord, excusez-moi. Non, mais parce qu'on a changé de salle. Alors, c'est pas qui va arriver. Vous êtes le Messie. Ouais. Tu peux devenir une magie dialectique. Bon, ça c'était. Moi je vous propose de garder sous les yeux, enfin, pour un peu plus tard, on réutilisera ce schéma un peu plus tard. C'était quelque chose en introduction. Alors on va revenir maintenant à la non-philosophie, je m'excuse de ces sauts. Bon, on était parti la dernière fois surtout de Michel Henry, et on avait utilisé Michel Henry, l'immanence radicale, pour définir le réel, mais en s'interrogeant sur certaines ambiguïtés de Michel Henry. Ambiguïté parce que c'est vrai que il essaye de radicaliser, plus qu'intérioriser, mais de radicaliser complètement l'immanence, c'est-à-dire qu'il ne renverrait plus à rien du monde. L'immanence est en quelque sorte, on pourrait dire coupée à un moment donné, de couper du monde.
Elle n'est pas déterminée par le monde, c'est elle qui va déterminer la préhension du monde, mais en même temps, il conserve certaines ambiguïtés, parce dès qu'il veut concevoir un contenu de l'immanence, il est bien obligé d'une certaine manière d'en concevoir un. C'est-à-dire, on est bien obligé de faire une petite différence entre la forme et le contenu. Ouais, problématique tout ça, et c'est pour tout le monde problématique, parce que on voudrait bien dans l'immanence ne pas faire de différence entre la forme et le contenu. Évidemment, l'immanence, il n'y a pas de distinction de la forme et du contenu. Mais dès qu'on veut essayer de caractériser l'immanence, on est obligé, en quelque sorte, d'introduire comme un contenu. Et Michel Henry, qui ne réfléchit pas, c'est pas son problème, sur les conditions d'expression, de diction, de définition de l'immanence radicale, c'est-à-dire il ne réfléchit pas sur la possibilité de s'exprimer avec le langage de la philosophie, de s'exprimer sur l'immanence radicale, mais il le fait spontanément, eh bien, il est amené à réintroduire des termes lourdement, quand même, il faut le dire, subjectifs. D'ailleurs, c'est une théorie de la subjectivité, l'ego transcendantal. C'est une théorie de l'individu. C'est une théorie du soi, ou de l'ipséité, comme on dit. Alors, le soi, l'ipséité, c'est soi-même, c'est soi-même, ou l'ego lui-même. Donc, une théorie de l'identité personnelle. Finalement, c'est presque trop évident, c'est ce que je voulais dire la dernière fois, c'est presque trop évident de retrouver l'ego, ou quelque chose comme l'ego, même si c'est pas une forme, même si c'est une phénoménologie matérielle, si c'est une matière, la matière pure de l'auto-affectivité. Pas une matière physique, chimique, une matière sensible, sensuelle, une matière sensuelle, ou comme dirait Husserl, ilétique, une matière subjective, même si par ce biais-là il semble éliminer la forme, toute forme vide, dans ce cas-là, il retrouve quelque chose comme un ego. Et alors il y a beaucoup de signes ou de symptômes de ça dans son discours, à savoir que il y a des passages constants entre affects, mais les affects reviennent, ils passent les uns dans les autres et ils reviennent en quelque sorte de l'un dans l'autre. Le souffrir, la jouissance, le souffrir qui se mue en besoin, le besoin en jouissance. Mais la jouissance, c'est un supplément de souffrir, parce que c'est l'immanence qui fait souffrir. L'idée que l'immanence fasse souffrir, oui, ça aussi c'est quand même assez étonnant. Si bien qu'il y a un philosophe chrétien, ou autrement chrétien que Michel Henry, qui lui a dit votre ego transcendantal, c'est l'enfer. Enfin, c'est la souffrance, c'est le trop-plein d'immanence. On n'a plus de distance, plus aucune distance à soi, il n'y a plus de vie, plus de mouvement possible. Alors si pour Michel Henry il y a un mouvement, mais c'est un mouvement dans le plein. C'est un mouvement complètement dans le plein. Bon. Alors d'une part, laissons de côté Michel Henry. Moi je pense qu'il faut inclure dans la réflexion sur l'immanence radicale, sur le réel, il faut inclure nécessairement, sinon on court au dogmatisme, il faut inclure nécessairement un certain rapport au langage, puisque nous décrivons déjà de toute façon l'ego transcendantal, ou l'immanence réelle. Et si nous la décrivons, nous ne pouvons pas faire abstraction de ce geste de description. C'est pas possible d'en faire totalement abstraction. Ou alors, ça revient à poser la vie, ce qu'il appelle
dit l'auto-affection comme une sorte d'en-soi. Pas un en-soi à la manière kantienne, mais enfin un en-soi. Donc, on va, et c'est pourquoi la formule, il faut la reprendre, le réel est fort clos à la pensée langue. Parfois, je dis plus brutalement, plus simplement au langage. C'est beaucoup trop simple, on va voir. L'idée de forclusion du réel, ça n'est pas l'idée que le réel est en soi. C'est l'idée que il y a un dernier rapport au langage, rapport qui est inhibé par le réel lui-même, qui est inhibé, réduit par le réel lui-même. Et on va appeler suture, donc en reprenant des termes lacaniens, mais dans un sens un peu différent de Lacan, puisque Lacan utilise et combine forclusion et suture à propos du signifiant. On appellera suture le minimum nécessaire de rapport du réel au langage sous la condition de la forclusion, sous la condition que le rapport est pénétré, que ce rapport est pénétré de sans rapport. Le réel, c'est un sans rapport. Il est pénétré de sans rapport. Bon. Il y a un philosophe c'est Badiou, qui a beaucoup utilisé l'idée de suture aussi à la suite de Lacan, parce qu'il y a effectivement un problème, on ne peut pas éliminer. Badiou, il est très adversaire du logicisme, très adversaire de la philosophie analytique, de la philosophie linguistique et du tournant linguistique, et de ce que Lacan appelle la linguisterie, comme cuistrerie, n'est-ce pas, des mots de ce genre, la linguisterie. Mais malgré tout, il est bien obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose comme un rapport, peut-être pas un rapport à double sens, mais un certain rapport, une certaine structure du langage au réel ou de la philosophie aux mathématiques ou au générique. Alors ça, première chose donc, pour se distinguer là de Michel-Henry, il faut tenir compte de cela. Et la deuxième chose, elle va avec la première, c'est que si c'est le langage qui nous force à distinguer un certain contenu de l'immanence, distinct de l'immanence elle-même, un certain, c'est le langage. Alors, le contenu minimal que l'on puisse, ou plus exactement le contenu maximal, le plus grand contenu que l'on puisse tolérer dans l'immanence radicale, c'est quelque chose comme une pulsion, à sens unique, comme une pulsion unilatérale. C'est pas le double mouvement de l'affect, comme chez Michel-Henry, c'est un mouvement unique. C'est un mouvement tout droit, à sens unique. Ah, ben évidemment, là, à ce niveau de radicalité, ça change tout. Ça change la vision des choses. Parce que Michel-Henry, c'est un égocentrisme, enfin, prendre au sens que l'ego est d'une certaine manière centré sur lui-même, bien que, attention, ils ne disent pas, Michel-Henry ne dit jamais que l'ego s'est créé lui-même. Justement, il ne s'est pas créé lui-même. Mais il se vit, il est vécu lui-même. Son vécu, c'est lui-même. Mais il ne s'est pas créé lui-même. C'est pas une autoproduction. C'est pas comme l'autoproduction désirante chez Deleuze. C'est pas une autoproduction. C'est pas une autodécision. Sinon, ce serait se mettre en concurrence avec Dieu. Ce serait faire concurrence avec Dieu. C'est des idées qui existent chez certains philosophes. Ça serait
faire concurrence avec Dieu, à Dieu. Non, l'ego se vit passivement, il est passif, c'est sa passivité qu'il vit comme étant lui-même. Voilà, je sais que c'est un peu tendu, mais à ce niveau-là, tout est tendu. Peut-être pas tendu à la manière transcendantale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va... Nous, on va dire que l'immanence, c'est une pulsion, mais c'est une pulsion qui ne sort pas de l'immanence, évidemment, non seulement qui ne sort pas de l'immanence, c'est pas une conscience de soi qui sortirait d'elle-même en se faisant conscience d'objet, comme chez Hegel, en gros, chez la plupart des philosophes. C'est une immanence qui reste elle-même dans cette pulsion et avec cette pulsion. Et cette pulsion, elle n'est pas fermée sur elle-même, c'est pas quelque chose qui rappellerait un ego, même passif. On pourrait dire une ouverture. C'est une ouverture permanente. C'est ce que j'appelle, en créant ce terme, parce qu'il n'existe pas, je pense, la futuralité. C'est l'idée que le réel est toujours futur, mais pas futur dans le temps. Il n'est pas futur dans l'avenir. Il est tout le temps futur. C'est sa structure d'être futur. Il n'est pas futur même par rapport à un passé. Il est futur, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, il n'a pas d'origine, sauf le réel n'a pas d'origine sauf lui-même. Enfin, c'est pas une origine par décision, par auto-création. Et cette origine, venue de nulle part, elle s'annonce, enfin, elle agit sous la forme d'un bord, d'une unilatéralité, qu'est cette pulsion, mais un bord qui reste immanent. Alors je sais, c'est en un sens pas pensable, mais rien n'est pensable à ce niveau-là. Rien n'est représentable à ce niveau-là. L'inconscient n'est pas représentable, le réel n'est pas représentable, il ne faut pas s'en formaliser, sauf, c'est le sens commun surtout qui s'en formaliserait. Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est pas représentable? Et on a dit, oui, le réel n'est pas représentable, mais il faut quand même le dire. Alors, s'il faut le dire sans le représenter, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est ce qu'on a appelé l'axiome. Le dire sans le représenter. Sans l'imaginer. Vouloir l'imaginer, on ne l'imagine que trop. On ne peut pas éliminer complètement l'imagination. Moi, je ressens que c'est un point, un espace, mais tout ça, ce sont les scories, en quelque sorte, des axiomes, si je puis dire. Ce sont les scories de la pratique, les scories théoriques de la pratique. Bon, futurale. Futurale, elle n'a pas de destination, cette pulsion. Elle n'a pas de destination, elle n'a, d'une certaine manière, elle n'a ni fin ni commencement. Ça revient à reprendre certaines choses de Michel Henry, mais en les disant peut-être un peu plus clairement, ou plus brutalement que lui, sans se référer ultimement à une forme imaginaire. Oui, parce que chez lui, on avait dit la dernière fois, l'ego est toujours comme une sorte de forme imaginaire, bon, qu'on peut pas éviter, mais sur laquelle, lui, il fait fond. Sur laquelle il s'appuie. Nous, on est obligé de tolérer cette forme imaginaire de l'ego pour le réel, mais on ne fait pas fond dessus. C'est-à-dire que ce qui est, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. C'est pas ce que nous imaginons.
Bon, alors évidemment, vous avez compris qu'il faut tout à fait distinguer immanence et intériorité. C'est très important parce que dans la philosophie, justement, Michel-Henry, il y a l'idée d'une intériorité transcendantale. Et dans l'ouvrage qu'il a écrit sur Mène de Biran, car une grande partie de cela vient chez Henri de Mène de Biran, on parle d'intériorité. Le sentiment de l'effort chez Mène de Biran, c'est un affect, un sentiment tout intérieur, qui reste intérieur, bien que ce soit un effort contre le monde, contre les choses du monde, voire contre les idées, mais c'est un effort, mais qui reste en quelque sorte intérieur, et dans lequel l'ego s'annonce. L'ego, c'est ça. C'est pas je pense, c'est l'effort que je fais pour penser, en quelque sorte. Donc, ça n'est pas une intériorité, parce que l'immanence est encore plus intérieure que l'intériorité, si je puis dire. L'intériorité a vraiment un contenu, que ce soit l'effort ou que ce soit justement l'auto-affectivité. Henri est revenu au thème de l'effort. Hein. C'est au début qu'il creuse ça sur son livre, dans son livre sur le corps, qui est un livre sur Mène de Biran. Puis ensuite, il parle de l'auto-affectivité, du sentiment. Et finalement, il reviendra aussi plus tard sur le thème de l'effort à propos de Marx, la force de travail. Hein, et donc, il conjuguera les deux thèmes. Bon, et c'est pas évidemment une extériorité, ça va de soi, ça peut pas être une extériorité, bien qu'il y ait une suture à la pensée langue, une suture à la pensée langue, une suture du réel à la pensée langue, ou une suture de la pensée langue. Alors, il faudrait maintenant un instant faire un petit exercice de phénoménologie. La phénoménologie, bon, c'est la science des phénomènes, et les phénomènes, c'est ce qui apparaît. Ce qui apparaît, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Beaucoup de choses qui n'apparaissent pas. Mais on peut penser que tout apparaît, finalement, même quand ça n'apparaît pas. Bon. Il y a de l'apparaître. En tout cas, il y a de l'apparaître. Il y a des choses qui apparaissent, donc des étangs, ça, Dieu qui peut apparaître. Et puis, il y a surtout de l'apparaître, en général, si l'on peut dire. Hein. Et comme j'avais dit la dernière fois, le problème de Michel-Henry, c'est très général par rapport à la phénoménologie existante, tout ça avec de l'air, hein. C'est un degré supplémentaire d'universalité, Michel. Il se pose la question de l'apparaître. Comment apparaît l'apparaître? Alors, c'est un certain redoublement de l'apparaître. Hein. Comment apparaît l'apparaître? Mais il résout ce dédoublement, justement, par l'immanence de l'apparaître à soi. Bon, alors, pour nous, évidemment, on peut dire d'une certaine manière que, comme chez Michel-Henry, le réel, ici, c'est l'essence de l'apparaître. C'est un vécu radical, pas une vie, c'est un vécu radical, et l'essence du vécu, c'est que quelque chose apparaisse, c'est-à-dire ici le vécu lui-même. Le vécu s'apparaît. On pourrait dire, en mimant l'auto-affectivité de Michel-Henry, qu'il s'auto-apparaît. Mais moi j'aime pas les formules avec auto, parce qu'avec auto, ce sont des formules très réflexives, qui renvoient un peu à la conscience, finalement, ou à la forme, justement, d'un ego. Alors, le vécu, c'est l'apparaître, le plus universel qui soit, parce que tout passe par le vécu. À un moment ou à l'autre, tout passe par le vécu.
Mais ce qui apparaît peut très bien rester invisible. Il faut distinguer les deux. Il peut y avoir de l'apparaître, et c'est le cas d'ailleurs pour Michel Henry, de l'apparaître absolu, mais qui n'apparaît pas, alors attention, qui n'apparaît pas dans le monde, qui n'apparaît pas sous la forme d'objet. C'est-à-dire que l'apparaître radical, absolu, et n'apparaît pas lui-même sous une forme transcendante, sous la forme d'un étant, sous la forme de Dieu, d'une entité quelconque. C'est-à-dire que invisible, si on dit que le réel est invisible, il y a une ambiguïté, il faut spécifier ce que veut dire invisible. Sous quelle raison d'invisibilité ou de visibilité le réel est en un sens visible, où il est donné, où il est vécu, mais il n'est pas visible dans le monde. Comme le dit d'ailleurs très bien Michel Henry, on ne sait jamais ce qu'est un homme. Descartes a raison, là c'est peut-être, ça peut être d'une certaine manière un mécanisme, un ensemble de ressorts avec un chapeau, etc. Mais à la limite, on ne reconnaît pas un homme dans le monde. Bon, il apportera quelques nuances à ça. C'était le problème de Husserl, ça, c'est qu'on reconnaît, on se reconnaît entre humains, la plupart du temps. Même pour se tuer, on se reconnaît d'une certaine manière entre humains. Mais pour Michel Henry, il pousse la radicalité très loin, et en un sens, il faut la pousser au point de départ jusque-là. Rien dans le monde ne permet de reconnaître le réel. Le réel ne passe pas par le monde. Il se tient d'une certaine manière en lui. Se tenant en lui-même, ça veut dire qu'il est nulle part. Il est de nulle part et de nul temps, de nulle histoire. Alors vous allez me dire, alors là, vraiment, on s'évapore beaucoup. On s'évapore un peu trop avec cette question de réel. On est trop dans le flou imaginaire. Bon, on va essayer d'en sortir tout de suite. Justement, la pulsion unilatérale, eh bien, elle s'annonce comme bord. Elle s'annonce comme bord. Comme bord, c'est une façon de parler. Évidemment, c'est une façon d'imaginer la chose. Une immense fermée à un bord de l'immense. Vous voyez que c'est une simple imagination et c'est faux. C'est faux. C'est l'imagination. Eh bien, de même, on va dire, l'invisible, qui est visible à lui-même comme vécu, l'invisible, il va en quelque sorte sortir de soi, entre guillemets, sans vraiment sortir de soi, mais il va changer en se faisant pulsion, en étant pulsion. Il va changer, étant donné sa suture au langage, sa suture au monde, même s'il est fort clos au monde, forclusion et suture vont ensemble, même s'il est fort clos au monde, il y a une ultime suture avec le monde, donc avec l'invisibilité. Dire que l'invisible, il est animé d'une pulsion vers la visibilité, vers la représentation. Ouais, c'est pas encore très bien dit ça. C'est pas encore très bien dit. Parce que vous voyez le problème. On se donne l'invisible, on se donne le visible. Ouais. Donc on a un gros dualisme. Bien non. Il ne faut pas penser comme ça. Non, parce que le réel, le monde et le rapport de suture au monde, tout ça est donné. Simplement, il faut l'analyser, distinguer des niveaux qualitatifs. Mais tout ça est donné d'un bloc.
d'un bloc. C'est d'ailleurs ce que dit très intelligemment, si vous me permettez, Heidegger, au début de l'Étretant, ce qu'Heidegger appelle le comportement. Le Dasein, c'est un ensemble de comportements. Le comportement, c'est pas un rapport entre deux choses. Le comportement inclut, en quelque sorte, le point de départ d'une certaine manière et aussi le point d'arrivée d'une certaine manière. Chez Heidegger, c'est pas très bien inclus. Mais enfin, il y a cette idée que le rapport englobe ces bornes, englobe ces bornes. Alors, ici, ce qui est donné, c'est cette pulsion qui donne le monde, qui fait apparaître le monde, ou la forme de la philosophie comme forme du monde, qui fait apparaître la philosophie, mais sous les conditions de l'immanence, pas sous les conditions de philosophie. C'est donc que la pulsion, en restant immanente, est suturée au monde, mais au monde qu'elle donne de manière immanente. Non pas comme une partie de l'immanence, parce que le monde n'est pas dans l'immanence. Le monde fait bord, en quelque sorte, il est unilatéral. Mais ce qui est unilatéral est donné toujours en immanence. Mais ça veut dire aussi que l'unilatéralité, c'est déjà une sorte de changement, de nuance qualitative dans l'apparaître ou dans la visibilité de l'apparaître, du vécu, de l'immanence. C'est comme si la futuralité, ce devenir immanent et unilatéral, commençait à s'éclairer avec la visibilité du monde, mais du monde donné comme immanent, pas du monde donné comme transcendant. Bon, on va arrêter de chipoter. La pulsion unilatérale, on va la décrire imaginairement, mais on va la décrire, on est obligé de la décrire à partir d'axiomatiser l'imaginaire, on va la décrire comme un milieu entre l'invisible et le visible. Un milieu, ou un comportement qui va être un milieu entre le visible et l'invisible. Mais, alors le sens banal du milieu, le milieu c'est le milieu entre deux choses, c'est une notion géométrique spatiale, ou c'est le milieu entre le milieu comme élément, le milieu de vie, ça c'est déjà très intéressant, parce que là le milieu c'est plus le milieu ici, mais c'est le milieu qui enveloppe, c'est comme c'est le milieu au sens biologique, nouvelle, éternellement. Bon. Mais nous allons l'écrire autrement. Nous sommes obligés de forcer le langage. On ne peut pas ne pas forcer le langage. Je crois que si on refuse ça, on fait le sémantisme. Nous allons l'écrire, on va mettre une majuscule au même. D'abord, c'est le à milieu. Le milieu à milieu. C'est le mi. C'est le mi. Le mi, c'est la moitié de l'espace du milieu. C'est pas au milieu, mais c'est le milieu. Voilà, mi. Et ce milieu, qui est l'unilatéralité, il est immanent. Il est immanent, c'est une identité immanente. Le mi est une identité. Le mi du milieu est une identité. La moitié de la distance entre le visible et l'invisible, la première moitié, celle qui parle de l'invisible,
phénomène immanent. Si on se situe dans le milieu, dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de la indivisibilité. Si on est situé dans le milieu, Le milieu quoi ici, là? donc si on est situé dans le milieu, si on prend la position de milieu, dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de la indivisibilité. Si on est dans le lieu, c'est-à-dire dans le lieu philosophique, il y a dans la visibilité, dans le monde, supposé, comme par le sens commun, la philosophie comme en soi, on ne peut pas être, on ne comprend pas qu'on soit dans l'invisible. Mais nous, les vécus radicaux, nous sommes en même temps des nids du lieu. Le milieu, il prend sur le lieu, il prend quelque chose de la visibilité, il est invisible, radical maintenant, il prend quelque chose de la visibilité, il est au milieu, mais le nid, c'est l'unilatéralité. Le milieu est est immanent, il ne sort pas de l'immanence, mais il est suturé, c'est peut-être ça la suture. Il est suturé. Oui, c'est ça la suture. Et il a un sens, une direction. Sens, une direction. Alors là, je dirais bien. Comment? On ne peut pas dire seulement une direction. Parce que lui, il est sur une direction. On ne peut pas dire qu'il a une direction. Non, alors moi je vais vous dire ce que j'en pense. C'est que le monde, la philosophie, qui est déjà là suspendu. Le monde, toute la philosophie est agrippée, comme on s'agrippe, agrippée au rêve, qui est complètement utopique, uchronique, éternel. Le rêve, c'est ce que j'appelle la futuralité. Le temps est suspendu à la futuralité. L'utopie, ça suffit, il n'y a pas besoin de dire éternel. Oui, mais c'est uchronique. Alors, je sais que ça s'utilise peu, ça a été utilisé au XIXe siècle. Un philosophe, Renouvier, qui a écrit un livre uchronique, qui s'appelle Uchronie. Je sais, j'ai été interrogé à l'oral pendant mes licences là-dessus, que j'étais à l'oral. C'est très simple, je ne savais pas que ça existait. Profil. Ouais. Voilà, alors c'est une hypothèse, on fait un monde sur la base d'une hypothèse. Et est-ce que ce genre de film, par exemple, relève, je vais vous citer le cas d'un film, est-ce que ça relève de ce genre? J'ai vu un film où on supposait que la Seconde Guerre mondiale avait été gagnée par les Allemands. Hein? Donc les États-Unis et l'Allemagne, Hitler traitaient ensemble ensuite. C'est le grand classique, d'ailleurs, ça a commencé comme ça par les premiers. Bon, oui, la philosophie, déjà elle-même, elle s'agrippe à son propre réel, elle est suspendue, tenue dans la transcendance par son propre réel, qui est un réel d'ailleurs la plupart du temps théologique. Plus le réel est accentué, marqué, plus il est théologique, religieux, que ce soit les dieux grecs, et l'âme qui est parente des dieux grecs chez Platon.
que ce soit le Dieu chrétien, le Dieu chrétien, que ce soit le Dieu juif, plus ils sont... Oui, c'est eux qui tiennent finalement toute la possibilité de la philosophie, toute possibilité philosophique. Alors la philosophie cherche à s'autonomiser, évidemment, elle cherche à conquérir sa propre autonomie contre la théologie, ça c'est une chose, voire contre les sciences, mais là contre les sciences c'est beaucoup plus difficile. Parce que la philosophie, si elle veut vraiment conquérir son autonomie, elle va se réduire à la partie transcendantale, et le réel, l'empirique et le réel là-haut, elle va essayer de s'en dégager, mais c'est très difficile. Justement, même Deleuze, qui est un philosophe transcendantal assez pur, ne peut pas être complètement transcendantal, il est empiriste. Et les vrais doublés qui structurent la philosophie, c'est l'empirico-transcendantal, Foucault, le doublé empirico-transcendantal, mais c'est aussi le doublé réel transcendantal, ou transcendantal réel. Il y a deux doublés dans la philosophie, il y a 4 termes et 2 doublés. Deleuze, il s'appelle Philétude transcendantale. Comment? Deleuze, il l'appelle un Philétude transcendantale. Bon, et ici, le réel, on l'autonomise, nous, de manière, en espérant que ce soit de manière non théologique, puisque on le fait assumer par le vécu radical par l'homme, ce qui est, je trouve, encore toute une opération. Et alors, à ce moment-là, le transcendantal, même avec sa charge à lui de réel, théologique, dans les philosophies, tout cela est suspendu, ou agrippé, je dis agrippé, parce que, ça, il y a une théorie en psychanalyse, enfin une théorie, c'est beaucoup dire, mais Derrida s'est intéressé à ça, c'est du psychanalyste qui s'appelle, je crois, Abraham, ou de cette psychanalyste qui s'appelle Torok. Enfin bon, le bébé qui s'agrippe à la mère. Le petit sage, le Saint Jean, parce que je crois qu'il y a pas une exemple d'un sage qui s'agrippe à la mère. Essayer de donner un statut psychologique ou quasi théorique à cette idée d'agrippement. Et tout le problème de la non-philosophie, c'est d'une certaine manière de faire lâcher prise à la philosophie. Enfin, non pas de faire lâcher prise, mais de détruire les effets de l'agrippement, parce que l'agrippement pour la philosophie, s'il y a de la philosophie, alors elle est agrippée au réel. Bon, s'il y a de la philosophie, et apparemment il y en a, bon, elle est agrippée au réel. Mais cet agrippement se réfléchit sous la forme de la suffisance et sous la forme de la prétention de la philosophie à dominer ce à quoi elle est agrippée, le réel. Donc, tout le problème, c'est de non pas faire lâcher prise à la philosophie, où tomberait-elle d'ailleurs, mais d'éviter, de refuser les effets d'aliénation de cet agrippement sur le sujet. Bon, alors je reviens on est dans la création de termes ici, hein. Bon, pourquoi pas, évidemment, c'est pas des termes à utiliser à l'intérieur de l'université, ou un genre de CAPES ou d'application.
pas ça. Le vocabulaire est déjà tout constitué et éternellement constitué pour la philosophie. Alors, cette futuralité, cette dynamique, on ne va pas dire que c'est une auto-affectivité, on a dit parler de pulsion. Moi, j'aime bien utiliser le terme de souvenir ou souvenu. Je dirais que l'immanence souvient. J'avais dit pourquoi ça. L'immanence souvient. Alors, elle souvient au monde. Elle souvient, c'est pas se souvenir de quelque chose, hein, c'est souvenir. Alors, le sou, là, il vient venir d'abord, l'idée de venir, ça on a dit la direction, tout droite, qui pas le retour, etc., pas le retour. Ça renvoie aussi au thème de la venue, donc à ce que j'appelle aussi la messianité humaine, la messianité spécifiquement humaine, pas théologique. Et alors, pourquoi le sou? Justement, c'est pas une venue. C'est pas une arrivée au monde, c'est pas une naissance, venir au monde. Déjà, venir au monde, c'est très phénoménologique et métaphorique. C'est quelque chose qui doit être justement la venue au monde dans la naissance, on veut trouver un langage quasi poétique, quasi métaphorique pour dire cela. Parce qu'il est venir au monde, évidemment, le bébé vient au monde, mais il ne vient pas venir au monde. Le monde, ça dépasse tout à fait la chambre de la clinique, les parents. C'est le monde qui vient au réel. Oui, mais là, on essaie de penser depuis le réel. Mais penser depuis le monde, ça se fera, mais après, quand le sujet entrera en scène. Parce que le sujet, lui, il reprend toute l'affaire, mais depuis la suffisance du monde. Or là, on a supposé annuler la suffisance du monde, la suffisance de la philosophie. Bon, alors, c'est pas vraiment une venue au monde, au sens d'une venue dans le monde, ou au sens d'un être au monde, au sens de Heidegger. C'est pas un être au monde. D'abord, c'est l'un, là, qui viendrait au monde, et pas l'être. Et puis, souvenu, ça indique justement un mouvement depuis l'invisibilité. De la visibilité. Et depuis la visibilité vers le monde. Et le monde comme donné de manière immanente. Alors, évidemment, là, dans le contexte de la philosophie, il y a beaucoup de termes semblables. En particulier, sujet. Sujet, c'est subjectum. C'est moi qui ajoute subjectum. Et subjectum, c'est la traduction latine de... Attendez, ça c'est la traduction française. C'est la traduction de hypo, keimen. Hypokeimen. C'est traduit par le terme sujet moderne, c'est très éloigné. Hypokeimen, oui, déjà subjectum, c'est une meilleure traduction de sujet, le plus proche de ce que dit Hypokeimen. Mais Hypokeimen,
donne, c'est ce qui est dessous, c'est ce qui est latent dessous, un peu comme la base, le fond, qui supporte. Hypothèse. C'est lunaire, c'est une expérience lunaire, en quelque sorte. Et alors, subjectum, on peut le traduire en bon français sous-jacent. Le sous-jacent. C'est le sujet, c'est l'ontologie du sujet, c'est le sujet pris dans l'ontologie, enfin, tel que l'ontologie scolastique, à partir d'Aristote, pouvait imaginer le sujet, à partir de l'hypothétique comme le sous-jacent. Il y a un étudiant ici qui vient de finir sa thèse, Jean-Baptiste Pucelle, qui traduit, je me demande si la traduction n'existait pas déjà, qui traduit l'hypogénéon par le sous-jacent. Bon, le jacent, je pense que ça a la même origine que alors, sous-jeter. Le réel, vous pouvez dire sous-jeter, ou se sous-jette. Non. Le réel se sous-jette. Et sous-jeter au monde. Alors attention, non, ce qui est très important ici, c'est la chose à laquelle il faut faire attention. Le paradoxe, c'est que tout ça indique le sujet, voire le sujet moderne. Or, toute notre idée, c'est que ce que nous appelons l'homme, il est sans sujet. Il est sans sujet, sans ego, déjà, on l'a dit tout à l'heure, et sans sujet, c'est sans forme égo, oui, introjeté dans l'homme. C'est un peu normal, parce que tous ces termes-là impliquent un observateur. Ça Oui. implique l'existence d'un tiers qui voit sous. Il y a un sujet ailleurs, mais c'est peut-être parce qu'on a tort d'utiliser ce soutien quand même, et qu'on devrait conserver le mot qu'on utilisait autrefois de l'exploitation. Qui est à la limite plus vrai dans ce cas-là, parce qu'il montre un tiers. Il exclut le tiers. Oui, j'ai toujours posé cette question, mais alors là, j'utiliserai plutôt tout à l'heure pour l'être, parce que le milieu, le corps électoral, c'est ce qui se souvient. Ça dit maintenant souvient comme milieu, elle vient, si vous voulez, comme milieu. Milieu, c'est l'être, milieu. C'est ce qui donne, c'est ce qui est donné. Alors, on va faire une phrase longue, souvient sans sujet au monde. Oui, souvient sans sujet. Oui. Dire l'homme souvient au monde sans être un sujet. Le sujet viendra plus tard. On n'est pas dans l'ordre du sujet. Bien qu'on utilise le mot, on est forcé d'utiliser le mot. Mais pourquoi est-on forcé d'utiliser le mot sujet? C'est parce que toute la philosophie a confondu l'homme et le sujet. Elle a toujours confondu l'homme et le sujet. Comme dit Heidegger, maintenant, la philosophie, dans son développement, c'est la subjectivité absolue. Vous voyez Hegel, substance et sujet. Oui, et puis il y a aussi autre chose qui m'a orienté là-dessus, cette nébuleuse de notion. Il y a un terme que Badiou utilise, c'est soustraction. Le grand geste philosophique de Badiou, c'est la soustraction. Alors la soustraction, c'est très proche,
sans être identique, du retrait à une nébuleuse. Donc vous voyez, dans la philosophie, il y a une sorte de nébuleuse, on recherche un geste de retrait par rapport à la représentation, ou de barrière, zurück, et de soustraction également par rapport à la représentation, ou ce qu'il appelle la présence, l'ennemi de la présence. Bon. Alors, soustraction, c'est pas tout à fait le retrait, parce que le retrait chez Heidegger, Derrida, et tout à fait partiellement chez Deleuze, un peu de retrait, nécessairement, pour la philosophie, un peu de retrait. Un peu de retrait. Il faut tirer du monde. Et partiellement chez Foucault aussi, mais surtout Heidegger et Derrida, le retrait, il est fini. C'est-à-dire, il n'est pas infini, il n'est pas absolu. C'est un retrait toujours localisé. C'est un retrait par rapport à telle situation qui reste par ailleurs déterminante. Tandis que la soustraction absolue chez l'hindou, elle est infinie. Et c'est le fait de l'infini. L'infini est soustrait. Et l'infini mathématique en particulier, dans la théorie des ensembles, les infinis cantoriens, sont automatiquement, je dirais, soustraits à la représentation. Ouais. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'utilise souvenir d'une certaine manière par opposition. Parce que le souvenir, c'est ce qui vient de l'immanence. C'est l'immanence qui vient. C'est pas l'immanence qui se retire. Là, comme je dis souvent par opposition à la philosophie grecque, chez Héraclite, le Fucis aime à se cacher, se retirer. Mais ici, pour nous, l'homme aime à se montrer. À se montrer parce qu'il est invisible. L'invisible aime se montrer. Alors que chez les Grecs, le visible cherche à se cacher. Si on est philosophe, il vaut mieux se cacher. Vivons cachés, n'est-ce pas? D'où la philosophie, c'est le mystère. C'est le mystère. La recherche du mystère. Tandis que la non-philosophie, c'est la divulgation du secret. Tout à fait différent. La divulgation, c'est l'annonce du secret. Du secret qui va rester un secret, c'est l'annonce du secret. Pas le mystère. Ouais. L'immanence radicale s'apparente unilatéralement. Mais si vous dites souviens, à mon avis, l'immanence s'apparente à travers seulement un côté. C'est pas complet. Elle apparaît comme un côté. Parce que l'immanence, si l'immanence apparaît tout en restant immanence, l'immanence n'est pas un terme pour elle-même. Elle n'est pas un étant pour elle-même, elle n'est pas Dieu pour elle-même, elle n'est pas une chose pour elle-même. L'immanence, c'est l'immanence, tout ce qu'on peut dire, mais c'est pas un terme. Par contre, ce qui est un terme, c'est l'unilatéralité, ou ce qui peut jouer le rôle d'un terme, c'est l'unilatéralité. Je ne vois pas très bien ce que c'est difficile. Ce terme de soustraction, quand il a déjà utilisé ce mot, non?
Qui ça? Kant. Oh, écoutez, Hegel l'a utilisé certainement, Kant probablement aussi, mais Badiou lui donne un sens fondamental, hein, c'est l'opération par excellence du philosophique de Badiou. Pensée soustractive. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est ce que je approcherais, façon de parler. L'autonomie de la philosophie, ça implique qu'on est toujours dans la philosophie et qu'on essaye de se cacher, de se retirer de la représentation, voire de la représentation philosophique. On essaye de se cacher. On est dans un tout et on essaye de se cacher un peu du. Moi, j'essaie de partir en sens inverse, c'est pas tout à fait inverse, de partir du réel qui, lui, se montre. C'est de l'apparaître radicalement inapparaissant, ou plutôt, c'est de l'apparaître qui n'apparaît pas radicalement, mais qui cherche, si l'on peut dire, à apparaître, qui par sa pulsion, qui est suturée donc par cette pulsion au monde, qui donc d'une certaine manière apparaît. Mais il apparaît, il semi-apparaît. C'est une demi-apparition, une semi-apparition. C'est un semi-phénomène. C'est un semi-phénomène. Finalement, c'est une révélation. Il reste encore caché, mais il y a déjà du très montré. Il y a déjà du montré, ou du sous-montré. Ouais, je sais, j'utilise sous parce que bon, mais la philosophie aussi parle du réel, en opposition à la philosophie parle de la philosophie aussi. La différence et la prétention qu'on va pouvoir y mettre dans la philosophie, enfin dans la philosophie. elle part du réel, elle part du mixte de la pensée et du réel de la philosophie. Oui, mais pas de suffisance au réel. Elle postule déjà spontanément une suffisance. Nous, quand on dit réel, je ne sais pas si on parle du réel. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un non-philosophe qui parle du réel, qui parle du réel, parte du réel. Non, parce que on revient toujours au sempiternel problème. Il y a parler de la non-philosophie, ou parler, oui, de concepts, enfin, de notions non-philosophiques, et puis il y a pratiquer la non-philosophie. Pratiquer la non-philosophie, en un sens, c'est simple. C'est formuler, savoir que ce que nous avons à dire peut être dit sous la forme d'axiomes. Enfin, des axiomes au sens ici, mais pas des énoncés philosophiques spontanés. Ça veut dire qu'il y a quand même une différence entre la vision philosophique du côté non-philosophique. De toute façon, c'est pas vraiment le réel, c'est pas réel aussi, en non-philosophie, le réel, il est plus qu'invisible, il est pas réel. En un sens, on s'en moque. Voilà. C'est pas, je dis toujours, c'est pas un problème, le réel. Non, c'est pas un problème dont il faille s'obséder. C'est comme de l'homme chez Michel Henry, il ne faut pas s'en obséder parce que nous sommes. Ce sont les philosophes qui créent des problèmes, alors il n'y en a pas. Parce qu'en un sens, il n'y a rien à dire. Sauf, alors le dire, c'est le sujet qui va dire quelque chose, qui va formuler les actions, c'est pas le réel qui formule les actions, mais c'est le sujet qui formule les actions, et qui donc pense rétroactivement le réel. Souvenu, ça indique quelque chose de ce genre-là. Donc ça indique quand même un tiers sujet qui voit souvenir quand on dit souvenir. Donc on est du côté du monde déjà quand on
pas tout à fait du côté C'est toujours le problème, on est toujours dans l'ambiguïté entre pratiquer et voir la pratique ou dire, contempler la pratique. Oui, une sorte de semi-visibilité. Leibniz a beaucoup utilisé les notions de demi et de semi. D'ailleurs, je ne sais pas quelle différence il fait entre demi et semi. Je ne sais pas sur quelle en fait. J'ai regardé sur le dictionnaire. Demi, semi. Alors, semi, là, c'est pas un semi de quantité quantitative, c'est pas un partage quantitatif. Quand vous avez un tout, le milieu tout, soit vous faites un partage, en gros, par le milieu, mais au sens, vous avez deux parties, et éventuellement vous avez une nouvelle synthèse de ces deux parties, ou bien vous faites une sorte de faux partage par l'identité, non pas en divisant. Oui, là, vous partage en deux, mais ici, vous faites un faux partage parce que l'essence du milieu, le milieu se réduit au mi. C'est l'identité, ça c'est le réel. Et le réel, il est structuré, il envoie en quelque sorte, si je peux dire un pseudopode, sans parler, mais il est structuré au milieu. Dans la philosophie du monde. Alors c'est pas une pensée de la moyenne, hein, de la bonne moyenne, de la bonne mesure, une pensée de sage grec, pas du tout une pensée de sage grec. C'est une pensée, c'est pas non plus une pensée révolutionnaire. Quand on dit oui, je suis pas sûr qu'on parle de la moitié. C'est-à-dire que c'est un livre qui pourrait être aussi bien au début qu'à la fin. On ne sait pas où ça se trouve. Ce que l'on voit par rapport à ce que l'on ne voit pas, c'est pas la distance qui sépare. C'est comme la Terre. La partie que l'on voit n'indique pas la partie qu'on ne voit pas. Donc on ne sait pas si la quantité que l'on voit est bien la moitié de la quantité qu'on ne voit pas. C'est pas vraiment un oui, c'est pas mathématique. Mais avec des moyens physiques, on peut projeter le reste de l'iceberg. Mais là, on peut calculer. Je suis pas sûr que si on calculait, on ne trouverait pas le reste de l'image. C'est-à-dire, à la fin, on a mis. C'est-à-dire qu'on puisse séparer la partie dans l'invisible de une partie qui serait purement nue de ce lieu. Milieu. Est-ce qu'on peut dire c'est une méthode, ou bien c'est une vision, ou bien, comme vous dites, c'est une version transcendantale? C'est une vection ou une Parce jection. que vous dites une version. Ah oui, non, mais alors ça, c'est... On reprendra le problème, peut-être pas la prochaine fois, en essayant, en partant de la philosophie, alors, de l'opération philosophique, quelle opération faut-il faire pour obtenir ce schéma non philosophique? Bon, j'ai suggéré, etc. J'ai parlé d'inversion, mais c'est pas une inversion, c'est ce que j'appelle une universion. C'est l'un qui verse la philosophie hors d'elle-même, en quelque sorte, et hors de lui-même, hors de l'immanence. Ou j'appelais ça aussi autrefois, et finalement, l'expression est peut-être meilleure, enfin, ultimation première. C'est un paradoxe, une ultimation, ça posait un terme ultime.
par un geste premier. Vous ne pouvez poser le réel que par des actions qui sont des notions premières, qui sont des gestes premiers du sujet. Le réel n'est pas lui-même premier, ni dernier au sens dans un ordre. Il n'est ni premier ni dernier. Il n'est pas comptable, il n'est pas ordonnable, il n'est pas ordinal, ni ordinal, ni cardinal. Il n'est pas premier au sens de la philosophie première. Ça alors, non. Si le réel était ça, ce qu'il est d'ailleurs dans la plupart des philosophies, c'est pas très... Bon, enfin, c'est au niveau philosophie, c'est tout. Pour moi, l'idée de messianité, c'est justement l'idée qu'il y a un réel qui peut jouer le rôle d'une dernière instance, mais en un sens, au sens où il est utopique. La dernière instance est vraiment utopique. Elle est utopique et chronique. Toutes les autres instances sont suspendues à la dernière instance, mais la dernière instance, c'est pas celle qui est ordonnée dans un ordre. Elle est là, déjà. Elle est même... Est-ce qu'elle est première? Non, elle n'est pas première non plus. On ne peut pas dire que le réel soit premier ou soit dernier. Ce qui est premier ou dernier sont des choses, des étangs, des entités comme ça. Même dernière instance, ça convient pas très bien, mais enfin, bon, c'est encore dans le marxisme qu'il y avait cette formule la plus utilisable. Alors je sais qu'évidemment, Derrida a essayé tout de suite de la déconstruire. Tout ce qui est le plus intéressant dans la philosophie, Derrida l'a déconstruit, si je puis dire. Mais quand je dis ça, pour moi, ça veut dire qu'on peut tout déconstruire et rien déconstruire. Si c'est une question de mots, évidemment, on déconstruit. Si on prend dernière, si on prend instance, si on voit le rôle que ça joue dans la métaphysique, alors ça peut se déconstruire. Effectivement, on peut montrer que c'est de la métaphysique tout simplement un peu mieux ficelée. Mais il y a une autre manière de prendre les choses, où la dernière instance est irréductible aux autres instances. Et c'est pourquoi elle est dernière. Au sens presque des choses dernières. Excuse de ces nuances religieuses, parce qu'il s'agit du réel. Voilà pourquoi il y a des nuances religieuses. C'est pas religieuses transformées. C'est pas la théologie tout à fait chrétienne. Enfin, c'est même pas la théologie chrétienne. Mais déjà, dans la philosophie, il y a du religieux. Ça, je comprends pas que si les philosophes le disent, l'admettent. Vous savez, quelle est l'astuce des philosophes? Ils posent la religion pour terminer. Ils terminent tous sur la religion. Et ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi philosophique, mais c'est de la mauvaise foi. C'est une manière de dire on n'est pas religieux, etc. On est des athées, on est des rationalistes, etc. Mais ils arrivent quand même, finalement, à intégrer, à reconnaître la place de la religion et enfin, la fonction de la religion dans l'édifice culturel. Mais en dernier lieu, c'est comme l'homme, ils le reconnaissent en dernier lieu. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Qu'est-ce que l'homme? L'homme en dernier lieu. Eh bien, non pas inversons les choses, mais prenons le problème. Universons les choses, partons de l'homme. Et là, évidemment, si on pose que l'homme est réel, on sera obligé d'inclure en lui non pas des nuances religieuses, mais de penser, d'utiliser les symptômes, la religion ou la théologie comme symptômes pour penser l'homme. Feuerbach a été condamné à ça.
l'essence du christianisme. Pour penser l'homme, si on veut vraiment, on va lui donner une fonction irréductible par rapport à la philosophie, il faut nécessairement partir. Alors, moi je pense même pas qu'il faut partir et du religieux et de l'empirique le plus dur, peut-être de la science. Au fond, intuitivement, comme ça, s'il y a de la science, s'il y a de la religion, s'il y a quelque chose qui n'est pas philosophique, le philosophique étant au milieu, s'il y a quelque chose qui n'est pas philosophique, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose comme l'homme qui peut tenir les deux bouts de la chaîne. Et c'est justement la philosophie qui, d'une certaine manière, ne fait pas sa place à l'homme. Enfin, il y a un humanisme, une anthropologie, etc. Mais ça, c'est de la récupération finale, métaphysique de l'homme. Bon, écoutez, après cette diatribe, on se voit le 28 alors.